merci beaucoup d'être là parmi nous. Donc je vais te laisser un peu nous raconter cette histoire et ce parcours en fait que tu as mis en œuvre chez Séquence. Et puis ben écoute, j'essaierai de pas t'interrompre, mais bon, je vais peut-être pouvoir pas m'en empêcher. Donc je vais te laisser te présenter et puis ben nous raconter un peu cette histoire-là. Allez, à toi Asma. Je suis Asma Mansour, je suis responsable BIM et stratégie numérique chez Séquence, qui est une filiale du groupe Action Logement, donc un bailleur social. Voilà. Donc voilà, pour vous parler un peu du BIM chez Séquence, en fait, le BIM, il fait partie d'une stratégie globale autour de la donnée entreprise, de la data entreprise. Étant un bailleur constructeur, en fait, Séquence génère une grosse masse de données qui circulent, et ce, dès la phase programmation, pendant la phase conception, construction, et après en phase exploitation, parce qu'on va garder nos bâtiments, on va les louer, on va les exploiter, on va les réhabiliter, etc. L'objectif principal de cette stratégie donnée, c'était vraiment de gouverner la donnée, de maîtriser la donnée, la masse de données qui circule dans l'entreprise. Donc, l'idée, c'était déjà tout à l'heure, c'est ce qui m'a précédé quand Dice parlait de l'accès à la donnée. C'est vraiment un problème en fait de pouvoir accéder à la donnée, mais surtout pouvoir accéder à une donnée fiable, à une donnée à jour, à la donnée au bon moment. Donc, l'idée, c'était de pouvoir collecter les données, connaître les utilisateurs, comprendre ce que les utilisateurs vont utiliser, vont faire de cette donnée, mais en même temps, à quel moment ils en auront besoin. Donc, apporter la bonne donnée au bon moment. Parce que typiquement, une donnée, une surface, elle pourrait évoluer de la phase API jusqu'à la livraison. Et donc, par rapport à l'utilisateur, savoir quand est-ce qu'on lui fournit cette donnée-là. Et surtout derrière, intégrer de la donnée fiable dans nos systèmes d'information. Le BIM, du coup, s'est présenté comme un outil, comme une partie de la solution, surtout grâce à cette base de données que représente la maquette numérique. De là, on est parti sur fixer un objectif principal de toute la démarche, en fait, BIM et gouvernance de données, c'était de constituer une base de données unique, centrale, accessible à tous les collaborateurs, mais surtout fiable. Donc, l'idée aussi, c'est d'avoir de la donnée certifiée, on va dire. On s'est lancé du coup dans un gros travail de cartographie des données. En fait, la mise en place d'une cartographie, dans un premier lieu, permet vraiment de croiser deux visions différentes de la donnée. La vision technique, qui est la vision SI en fait, comment on va récupérer la donnée, comment on va la stocker, comment on va l'intégrer dans les applications SI, et la vision métier, qui est plutôt opérationnelle, comment on va utiliser cette donnée-là. Donc, mettre en place une cartographie de données, il va vraiment nous permettre d'avoir une vision globale sur la masse de données qui va circuler au sein de l'entreprise. On est parti donc dans un grand travail de mappage des besoins en données, des logiciels, des métiers et des différents acteurs. Chez nous, enfin, en tout cas, en maîtrise d'ouvrage, on a tout ce qui tourne, enfin, les métiers de chiffrage, les métiers d'économie de la construction, les métiers de la qualité de nos bâtiments, enfin, du bâtiment qu'on va livrer demain, qu'on va louer, que des habitants vont y vivre. On a aussi une contrainte de gestion locative parce que, évidemment, on va les louer. La gestion technique aussi, parce que demain, nos bâtiments, ils vont vivre, donc à un moment donné, il faudra les entretenir. Et la partie financière aussi, on n'en parle pas, mais ça fait aussi partie de notre métier, parce que voilà, on commence par la phase programmation pour estimer les biens, pour pouvoir les louer, surtout à prix abordable. Donc, il y avait toute cette vision du métier de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi du constructeur bailleur, et voilà, après les différents métiers au sein de l'entreprise. Pour ceci, en fait, on a fait participer les métiers. Donc, rien de mieux que les métiers pour parler de leurs besoins. Donc, dans un premier temps, on a fait un gros recensement des données. Après, on a exposé les données. On leur a dit, voilà, aujourd'hui, on a ces données-là. Tu peux rester juste à la slide d'avant, s'il te plaît. Donc là, vous voyez, en fait, on a exposé toutes les données, les données utiles, on va dire, les informations, parce que voilà, une donnée avec une utilité, elle devient une information. Donc, on a caractérisé les données pour leur donner du sens. On les a exposées dans une salle. Et ça, c'était en novembre 2020. Et on a demandé à tout le monde de venir voir. Voilà, c'est les données dont vous avez besoin. Eh ben, vous allez nous dire quand est-ce que vous aurez besoin de cette donnée-là, sous quelle forme, à quel moment, est-ce que vous créez cette donnée, est-ce qu'à un moment donné, vous allez la modifier, est-ce que vous allez juste la mettre à jour, la consulter, etc.
Donc, c'était un travail vraiment avec les différentes équipes. On les a appelés à l'époque les journées data. Donc, voilà. Tout ce travail-là nous a permis après de pouvoir les cartographier. Enfin, on dit cartographie, mais pour nous, c'est une espèce, un tableau Excel aujourd'hui qui met en relation la donnée avec son utilité, donc l'information, avec son utilisateur, avec le métier, avec le logiciel métier, l'outil métier, enfin le RP, enfin la temporalité aussi qui est très importante, le responsable de la donnée, la personne qui va la modifier. En fait, c'est un croisement entre tout ceci, toutes ces informations-là. On a rajouté une petite couche BIM à tout ceci. Donc, une couche de dire, voilà, cette donnée-là, bah, elle va représenter, elle va correspondre à un objet dans une maquette numérique. Typiquement, une information sur la façade, sur le revêtement extérieur d'une façade, elle va correspondre à l'objet mur de la maquette numérique. Donc, on a essayé de créer des associations entre toutes les informations, leur utilité et comment on va les traduire dans la maquette. Donc là, la première partie que vous voyez, en fait, c'est vraiment, est-ce que tu pourrais, je pense que ça sera la première plutôt, la première, ouais. Là, par exemple, ça nous a permis, à partir des informations dont on a besoin, de caractériser tous les objets dans la maquette qu'on voudrait suivre. Donc, comme je vous ai dit, un mur, une façade, ça correspond à un mur. Un, une chaudière, elle va correspondre à une chaudière à gaz, etc., etc. Et donc, de là, tous les besoins des éléments qu'on va suivre. Et bien sûr, on est parti à leur créer des codes, etc., parce que là, on va parler de RP, d'API, etc. Donc, il fallait quand même uniformiser tout ceci pour que le système d'information puisse recevoir la donnée derrière. Dans la deuxième partie, en fait, on a associé cette donnée, on lui a donné une utilité, une caractéristique. Donc, c'est là où on va retrouver la description de la donnée. Donc, on passe de la donnée à l'information et on va lui donner la temporalité, l'outil, la responsabilité aussi. Vous allez aussi pouvoir la partie checker dont on évoquera. Donc, une donnée va être contrôlée derrière. Donc, grâce à ce contrôle, on va déterminer les règles de contrôle par rapport à ce qu'on attend de la donnée et quand est-ce qu'on va la contrôler, et, etc. Les responsables aussi, parce que voilà, on a des données, donc on a des personnes qui vont créer les données. Il y a des personnes qui vont les consulter, mais des personnes qui vont les créer. Donc, responsabiliser entre autres la personne qui va créer les données, parce que ça sera la seule donnée que tout le monde va utiliser. Donc, c'est à peu près ça la cartographie. Donc, ça fait à peu près 500 lignes, je crois, avec 80 objets. En tout cas, aujourd'hui, on ne suit que 80 objets avec les différentes caractéristiques. Ensuite, donc, cette cartographie, enfin, cette démarche-là, cette stratégie autour de la donnée, elle nous a permis de définir notre stratégie BIM. Donc, aujourd'hui, on s'était dit, voilà, on sait ce qu'on veut du BIM, donc on va le traduire en stratégie BIM. Donc, comme je vous ai dit, il y avait la collecte les besoins métiers, on a cartographié les données. Donc, une fois que c'est cartographié, on a associé aussi la notion maquette numérique, la notion donnée dans la maquette numérique, et à partir de cette cartographie-là, on a réussi à déterminer une structuration des données dans une maquette numérique. Non seulement une structuration de données, mais une géométrie aussi. Parce qu'on parle aussi de la donnée, mais on sait très bien que la donnée, elle dépend de la géométrie. Donc, pour pouvoir avoir des données structurées, il faudra avoir la géométrie derrière qui va avec. Donc, on a réussi en tout cas à créer, à définir plutôt ce que devrait être la maquette séquence demain pour pouvoir être utile, pour pouvoir répondre à ces stratégies globales de l'entreprise. Et donc, on a créé un dictionnaire de données qui correspond à cette maquette-là. Et bien sûr, après, un outil de contrôle pour pouvoir s'assurer que ces maquettes qu'on va recevoir correspondent vraiment à cette cartographie, à ce dictionnaire qu'on a mis en place. Ensuite, il y aura bien sûr une partie d'extraction des données, etc. Mais surtout, la mise à jour des maquettes, parce que nos bâtiments vont vivre. Notre maquette, elle devrait suivre. Donc, on ne peut pas rester sur une maquette. Après, bon, il y aura des définitions, jumeaux numériques, maquette GEM, etc. Nous, on va dire c'est le miroir de notre bâtiment, de notre foncière. On a un bâtiment, on a une maquette. Les informations de la maquette devront suivre. Donc, on a défini derrière on va dire, nous, ce qu'on appelle le projet de continuité numérique. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans. Pareil, il a débuté avec la collecte de besoins. Donc, on a défini une stratégie. Forcément, il y aura des documents derrière. On va recevoir des maquettes. Donc, ce qui va se passer, c'est derrière, après la réception des maquettes. Donc, ces maquettes-là, elles vont passer dans un checker, dans un outil de contrôle qui va vérifier leur cohérence. Si c'est validé, elles vont être transformées en base de données sémantiques. Donc, on va typiquement pas écraser la géométrie, mais récupérer toutes les données dedans. On va les mettre dans un entrepôt de données
et d'où cette base de données centrale, unique, partagée. Et grâce à des API, on va communiquer ces données-là à nos outils métiers. Donc, typiquement, on a l'outil de gestion technique du patrimoine qui est Nomos aujourd'hui chez nous. Il aura besoin de la surface d'un mur. On ira récupérer cette surface-là grâce à l'API. Il aura besoin de la caractéristique d'une chaudière, d'un ascenseur, etc. On récupérera ça. La gestion locative aura besoin d'une surface d'un logement. On récupérera ça. Mais ce qui est intéressant dans cette continuité numérique et ce qu'on a testé et ce qu'on a validé en tout cas en grande partie, que là on est en phase mise en application, mise en industrialisation et éventuellement après on passera à la mise en application, c'est de pouvoir retourner vers la maquette numérique. Donc typiquement demain, je change mon ascenseur. Ben, la marque, elle va changer, l'année de mise en service, elle va changer. Il passera d'un état dégradé à un état neuf. Donc forcément, j'ai besoin que cette information remonte dans ma maquette, sinon je vais me retrouver dans 10 ans avec des maquettes obsolètes, avec des informations qui ne correspondent pas à la réalité. Là, on parle vraiment de la mise à jour de l'information dans la maquette. Voilà. Vous avez bien compris que c'est une démarche assez ambitieuse, donc il fallait contractualiser tout ça. Vous avez aussi compris que l'efficacité de cette continuité numérique, elle dépend systématiquement de la qualité des maquettes. Donc derrière, il fallait s'assurer que on va recevoir des maquettes bien modélisées. Donc on a mis en place un corpus documentaire. Je vous l'expliquerai plus tard. C'est que demain, on a mis en place aussi un protocole de modélisation de cette maquette-là, géométrique et de structuration des données. Donc, comment on voudrait que la maquette soit structurée. Ça, c'est traduit par la charte, mais le document, on va dire, générique, de communication, etc., qui explique vraiment cette stratégie autour de la donnée, parce que voilà, il fallait expliquer pourquoi on veut faire du BIM. On n'a pas décidé de faire du BIM voilà, pour faire comme les autres. Non, 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 on fait du BIM parce que derrière, il y a une stratégie. Et on a un cahier de charge qui va définir toutes les exigences techniques. Mais en plus de ce cahier de charge, nous, on met en place différentes annexes. On met en place un mode opératoire. Comme je vous ai dit, c'est un protocole de modélisation des maquettes, sans forcément contraindre. Hein. On ne va pas aller à leur dire non, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est un protocole qui va plutôt correspondre aux règles de l'art. Donc, comment ça fonctionne chez les BET, comment ça fonctionne chez les archives, mais les adapter un tout petit peu à ce que nous, on voudrait que ça soit fait. Une matrice de détail, bah forcément, on a une cartographie, on a structuré les données. Derrière, il fallait dire comment on voudrait que nos objets soient nommés, comment on voudrait que les propriétés qui leur sont associées soient nommées, quand est-ce que chaque propriété va être remplie. Typiquement, par exemple, l'année de mise en service ou, je sais pas, le revêtement de la façade va être rempli peut-être en APS, mais elle va évoluer peut-être parce que la conception évoluera. Donc, la marque, on sait très bien qu'on ne l'aura pas en phase APS, mais on l'aura vraiment à la livraison, etc. On a aussi fourni une maquette de référence. Là, aujourd'hui, on fournit une maquette de référence. Pourquoi on le fournit? Déjà pour faciliter le transfert des normes. Donc, demain, un BET, une maîtresse d'œuvre, un archive voudrait il va devoir mettre toutes nos propriétés dans la maquette. Donc, on lui donne une maquette avec toutes les propriétés dedans. Donc, il va juste faire un copier-coller, on va dire, pour récupérer ces données-là. Et aussi, ça va lui permettre de voir à quoi ressemblerait une maquette séquence. Une maquette qui répondrait à nos besoins. Une fiche de contrôle. Nous, on a mis en place un checker qui va contrôler l'information dans la maquette. Donc, la géométrie, le contrôle restera quand même à 80% visuel, mais on fournit cette fiche de contrôle aussi pour dire, voilà, demain, nous, c'est les éléments qu'on va contrôler dans la maquette. Donc, ça va vous permettre déjà, dans un premier lieu, de faire un autocontrôle de vos maquettes avant de nous les livrer. Et on a une trame de notre BIM parce que voilà, le BIM devient obligatoire à partir de 2022 chez Séquence, comme on a tous les projets qui partent en construction neuve et en réhabilitation. On sait pourquoi on veut le BIM, donc maintenant, on va le mettre en application. Donc, à la phase consultation, on demande quand même une note BIM qui va nous permettre d'évaluer les candidats. Donc après, vous avez bien vu dans le schéma de la continuité numérique, le système d'information, il ne va pas prendre de natif. Il va prendre l'IFC, donc le format universel, sauf qu'on a différents logiciels, on a des problèmes d'interopérabilité, on n'arrive pas à avoir des IFC qui se ressemblent. Donc, c'est des travaux aussi qu'on a menés chez Séquence pour tendre vers un IFC unique Séquence, je le dis bien, donc dans lequel les informations sont organisées de la même manière. Parce qu'in fine, on voudrait récupérer les informations. Donc, on a mis en place, comme je vous ai dit, des protocoles de modélisation sur les différents logiciels aujourd'hui qui sont dans le bâtiment, on va dire, qu'on a vu chez les différents collaborateurs, contributeurs avec qui on travaille. Mais l'idée, c'est aussi de réaliser des traducteurs IFC qui nous permettent
peu importe le logiciel aujourd'hui, que ce soit Revit, Archicad et Allplan, bientôt on est en train de mener les travaux sur Allplan, d'avoir un IFC structuré de la même manière. Donc, les données qu'on veut exploiter seront au même endroit avec les P7 spécifiques, etc. Là, on le voit bien dans deux IFC différents, un qui vient des Revit et un qui vient d'Archicad. Si on n'a pas vraiment l'application en full name, on ne reconnaîtrait pas comme ils sont bien vraiment structurés, on a les bonnes propriétés avec au bon endroit, etc. Donc ça, c'était aussi obligatoire parce que sinon, on aurait dû faire des développements différents pour chaque IFC provenant de chaque logiciel. Et ça aurait été très compliqué à mettre en place. Donc voilà, le checker aussi, c'est un élément principal en fait pour parce que en fait, rien ne passera dans notre entrepôt de données s'il passe pas le checker. Ça, c'est obligatoire parce que sinon, les données seront inexploitables. Parce que voilà, c'est des données qui doivent bien être nommées, etc., avec des codes. Les informaticiens m'appuieront dessus parce qu'on travaille beaucoup avec la DSI, donc ils développent, c'est eux qui co-développent tout ceci. Ils sont intransigeants. Les systèmes d'information, en fait, il est intransigeant sur les codes. Donc voilà, la maquette, elle passe par le checker. Si elle n'est pas validée, elle revient vers le maître d'œuvre, les BET, etc., pour la mettre à jour. Sinon, si elle est validée, bah, elle passera. Le checker, il va faire des contrôles en fait de conformité de la maquette à la cartographie, aux données qu'on a décidé de mettre dans cette maquette-là. Une fois que c'est validé, bah, elle va passer. Donc, les contrôles sont des contrôles structurels, des contrôles fonctionnels. Donc, par exemple, typiquement, si on attend une donnée texte et qu'on a une donnée, enfin, qui n'est pas texte ou voilà, qui est mélangée, il va pas accepter. Donc, forcément, le système d'information derrière, il va pas accepter. Typiquement, par exemple, si on attend une chambre, mais une chambre écrite tout en majuscule, mais qu'après on va trouver chambre 3 ou 4, pareil, donc il ne va pas accepter. Mais du coup aussi, on a mis en place un système universel dans la maquette, donc de nommage, etc. Mais on a réussi, donc là c'est la subtilité, à sortir de l'API le nom du logiciel métier. Donc de s'adapter aussi à nos logiciels, c'est qu'aujourd'hui rien ne fonctionne, rien ne change dans le process pour que les gens ne soient pas déstabilisés. Là, c'est une petite démonstration. Donc là, on a fait cette vidéo lors du POC qu'on a validé au tout début. Donc, vous voyez bien le cahier de charge. Donc, on a la matrice de détail. Dans la matrice de détail, vous allez voir deux propriétés qu'on va choisir, qui sont l'année de mise en service et l'état constaté de l'équipement. Là, c'est l'ascenseur en l'occurrence. Donc, sur la maquette Revit, on a les deux propriétés. Celle-là, c'est la maquette Archicad. Donc, on va revoir les deux mêmes propriétés qui sont année de mise en service et état constaté. Donc, on voit bien que c'est 2020 et bon état. Donc là, c'est la maquette IFC. Donc, pareil, on va retrouver les deux. Là, c'est le passage au checker. Il va nous sortir enfin un rapport. Aujourd'hui, le checker, comme on l'a programmé, il sort 4 formats de rapport, CSV, PDF, BCF et XLS. Donc là, c'est notre outil de gestion technique du patrimoine sur lequel on va déverser toutes nos informations, on va le mettre à jour. Là, bien sûr, on a changé l'ascenseur, donc du coup, il est de 2021. On voit bien l'état qui passe à moyen et l'année de mise en service qui passe à 2021. Et là, on va régénérer un nouvel IFC avec la nouvelle information. Et donc, vous allez voir l'année de mise en service qui passe à 2021 et l'état qui passe à état moyen. Ce qu'il faut retenir, Asma, c'est que, enfin, moi, par rapport à tout ce que tu nous dis là, ce qu'il faut retenir, c'est malgré tout l'investissement finalement que vous avez mis en œuvre chez Séquence, parce qu'en fait, on a l'impression que la balance en fait bascule de l'autre côté, c'est-à-dire que vous prenez le temps de bien comprendre ce dont vous avez besoin, vous mettez en place en interne les outils, les modes opératoires, les spécifications pour que finalement vos partenaires, quelque part, aient un cadre le plus fiable possible pour pouvoir travailler, et qu'en fait, quelque part, vous ne subissez plus. Oui, en fait, vous n'êtes plus dans la position où vous recevez des informations qui ne vous sont pas utiles, où vous allez perdre du temps à les modifier, etc. Mais ça suppose quand même un travail. Enfin, il faut se le dire quand même, c'est très important de se le dire, c'est qu'il faut un travail quand même important côté maîtrise d'ouvrage, pour que justement tout ce qui vous arrive par la suite, et si vous souhaitez optimiser votre processus de travail, eh bien il faut mobiliser chez vous, mais il faut aussi
Je dis pas qu'il faut faire exactement comme vous, mais il faut le faire. Parce que moi, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu réponds à la question qu'on s'est posée tout au début en disant le quand, le pourquoi, le comment et le qui. Ah ben oui, c'est la maîtrise d'ouvrage qui va utiliser la donnée. Donc, si nous, vis-à-vis de nos interlocuteurs, on leur dit pas ce qu'on veut, comment ils voudront, ils vont le savoir. Donc, on est vraiment le premier maillon de la chaîne. C'est nous qui passons la commande. Moi, je dirais, c'est aussi simple qu'acheter un vêtement. Si on ne sait pas ce qu'on veut acheter, on ne trouvera pas le vêtement qu'on voudra. Parce que là, c'est vraiment, on a un besoin. C'est nous qui commandons c'est comme la note de programme. On ne va pas construire un bâtiment sans dire ce qu'on veut dans le bâtiment. Là, la maquette, c'est vraiment le jumeau numérique, c'est l'équivalent numérique du bâtiment. Donc, on est dans l'obligation de dire ce qu'on veut. Nous, en tout cas, moi, j'ai eu un retour d'un maître d'œuvre qui nous dit, bah, c'est bien, maintenant, on sait ce que la maîtrise d'ouvrage veut. Ça nous permet de travailler en sachant où on voudrait aller. Donc, connaître la finalité de ce qu'on fait, ça nous rassure dans ce qu'on est en train de faire. C'est normal, c'est une commande, on passe une commande. Si on ne sait pas ce qu'on commande, bah, c'est quoi la logique? Après, oui, c'est des investissements, mais on est le maître d'ouvrage, donc c'est nous qui, on va dire, on est le premier maillon de la chaîne, comme je vous ai dit. C'est en gros, on le fait pour nous, mais aussi pour les autres. Donc voilà. Non, mais très bien. Écoute, hein, en fait, ça va du tableau Excel qui dit exactement ce que je veux jusqu'à la moulinette qui va dire si ce que j'ai reçu est conforme à ce que je veux. Donc c'est parfait, en fait. Hein, on couvre toute la chaîne, mais en fait, en plus, l'avantage, c'est que ça pose une base. Parce qu'une fois que j'ai déployé ce type de processus, je pose une base pour aller encore plus loin par la suite sur d'autres sujets. Hein, donc c'est C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on s'était dit, bah, on va partir par la base. Moi, on m'a toujours dit, oui, c'est une vision assez simple, enfin, pas simpliste, mais elle est, enfin, on se base sur les données, sur vraiment le strict besoin. Oui, on peut demain partir sur les simulations énergétiques, sur les revendants, sur l'économie circulaire. On va y aller. Mais si déjà, à la base, on n'a pas stabilisé la nécessité, le besoin, aujourd'hui, ce qu'il nous faut pour vraiment fonctionner, on ne pourra pas aller plus loin parce que déjà, la base, elle n'y est pas. Et donc là, vraiment, une fois qu'on a stabilisé ceci, on pourra aller vers l'intelligence artificielle, vers absolument. d'autres horizons qui sont plus innovants et plus futuristes, on dirait. Absolument. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup Asma. Donc